Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette belle rentrée, d'ailleurs je vous la souhaite. Bonne rentrée à vous tous, nouvelle saison, la saison 2, et puis surtout, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut noter, c'est désormais en prime time, tous les jeudis à 21h30, juste après le journal. Donc merci de votre fidélité et notez-le bien. En tous les cas, dans Ça fait débat, c'est un rendez-vous, vous le savez, qui n'a pas changé d'actualité. Une émission de débat, d'actualité, de décryptage et parfois de polémique. Allons-nous polémiquer tout à l'heure, justement, et au sommaire. Allez, c'est parti. Découvrons tout cela ensemble. Mali, tournée d'Ibeka et son investiture était-il nécessaire pour Ibrahim Boubacar Keïta d'aller rencontrer les chefs d'État en Côte d'Ivoire? Togo, Niger, était-ce la priorité? On la soulève la question ici. Légitime-t-il son élection? Et enfin, le 15 septembre, il y a quelques jours à peine, hier plus précisément, il a prêté serment, on en parle. Allons, on va les directions. L'Égypte, le pays, se dirige-t-il vers le chaos? Faut-il juger? C'est la question principale. Faut-il juger Morsi? Des milliers de manifestants dénoncent un acte de terrorisme contre Morsi. Ont-ils raison? Embrasement de la RDC. Comment sortir? Eh bien justement de cette tragédie, faut-il une intervention armée du Rwanda? On en parle tout à l'heure. Et enfin on finira avec le sujet consacré à la Tunisie. Peut-il y avoir un terrain d'entente entre le gouvernement dominé d'un côté par les islamistes et l'opposition? Allez messieurs, c'est parti. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Et bien pour débriefer l'actualité, vous savez, toujours des leaders d'opinion, des personnalités qui, eux, font l'actualité à leur manière. Et ils sont là aussi pour commenter l'actualité. Je présente tout de suite Alex Jordanov. Monsieur Jordanov, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, tout va bien? Oui, la saison commence. La saison commence, absolument. Et je suis ravi que vous soyez autour de ce plateau pour justement commenter l'actualité. Alex Jordanov, je le rappelle à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, il est réalisateur et journaliste. Exact. Absolument, anciennement Canal+. On vous a connu beaucoup, en tout cas, sur le nom de Canal+, Vrai Journal. Maintenant, vous faites du grand doc, ce qu'on appelle. En face de Jordanov, Alexandre, eh bien, nous avons Farid Temsamali. Tout à fait. Oh là là, sans faute. Parfait. Absolument. Vous êtes consultant en intelligence économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. On y met beaucoup de choses dans le conseil en intelligence économique. Je suis spécialisé sur la zone de l'Afrique subsaharienne et j'accompagne des chefs d'entreprise ou parfois d'autres personnalités justement sur des zones qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Eh bien, et on va en parler tout à l'heure, et vous êtes là parmi nous pour commenter l'actualité. À ses côtés, eh bien, Tiembel Kimbayara, qui est le journaliste, qui est le directeur, même d'ailleurs, le directeur de la publication du journal La Voix du Mali. Oui, je sais, correspondant surtout en poste à Paris. Ça va, tout va bien pour vous, chers confrères? Moi, je me dis, on essaie de tenir là-bas. Bon, super. Allez, écoutez, messieurs, en tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici pour commencer. On va démarrer avec ce premier sujet. Messieurs, je veux parler du Mali. On va parler de la tournée d'Ibeka. Je vous regarde plus particulièrement vous, puisque vous l'avez suivi. La tournée d'Ibeka et son investiture, mais ce que je vous propose avant toute chose, c'est de découvrir ce sujet qui est proposé par notre agence Afrique TV. Regardez. Le nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta était à Abidjan. Avant son arrivée dans la capitale économique ivoirienne, Ibeka s'est rendu au Tchad, pays qui a, aux côtés de l'armée française, chassé les groupes terroristes djihadistes. Le président malien remercie tous ceux qui sont intervenus dans le conflit. Je voudrais dire à Monsieur le Président que nous connaissons son expérience, son intégrité, et nous savons qu'avec lui, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage. Veuillez bien croire que c'est avec le cœur très reconnaissant, très fier que nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés. Fier que ce soit vous, le frère, le plus que frère, de très proche, qui ait été à l'initiation de tout cela. Sachez que le Mali vous en est reconnaissant et que nous serons avec vous, mon cher aîné, main dans la main, faire en sorte que la fraternité dont j'ai dit qu'elle a été fondée par l'histoire, par la géographie et l'anthropologie, qu'elle se renforce chaque jour davantage pour que l'axe Abidjan-Bamako soit une nouvelle réalité des relations africaines avec lequel il faudra compter. La cérémonie d'investiture du nouveau président malien est prévue le 19 septembre au Centre international des conférences de Bamako, en présence d'une trentaine de chefs d'État. Messieurs,
Vous avez bien vu le discours du tout nouveau J'ai président. une question tout de suite. Ah, bien sûr, allez-y. Il est descendu d'un avion en République Côte d'Ivoire, Oui, alors que c'est le président du Mali. oui, absolument. Et après, il allait remercier Ouattara en disant « C'est grâce à votre initiative que je suis là Absolument. Qu'est-ce qu'on doit y voir? Qu'est-ce qui vous frappe, Alex Jordanov? » Allez, allons-y, parlons-en justement. Je ne sais pas, il a peut-être été convoqué par Ouattara à Abidjan. C'est vrai, tiens d'ailleurs, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Il a attiré notre attention sur quelque chose, effectivement. Je ne l'avais pas vu. Mais Alex, je vous reconnais très bien là. Tiens, Belle. C'est important parce que ce président a été élu à l'issue du second tour du scrutin. Il a été désigné vainqueur par la Cour constitutionnelle. Il n'est pas encore investi. C'est-à-dire que la Cour suprême, il n'a pas juré devant la Cour suprême. Il prend un avion. Au charge de qui le fait-il ce voyage-là? En Côte d'Ivoire, il va au Tchad. Au charge de qui? On ne peut pas réclamer la légalité républicaine, la restauration de l'État, l'autorité de l'État, et en même temps, avant d'être investi... Quand il pose la question, il dit effectivement, est-ce qu'il n'a pas été convoqué par Ouattara, le président ivoirien? On peut y voir un peu ça quand même, non? Peut-être. Je pense que ce n'était pas la priorité du tout d'aller rendre visite à ses pairs. Ah, justement, messieurs, et je vais poser la première question à notre consultant. C'est ma première question. Vous savez qu'on a l'habitude ici, eh bien, non pas de polémiquer pour polémiquer, mais au moins en tout cas de faire avancer le débat. Farid Tamsamali, dites-moi, est-ce que c'était nécessaire, franchement? Est-ce que c'était le moment pour le président fraîchement élu, qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta, on va l'appeler IBK, d'aller rencontrer les chefs d'État en Côte d'Ivoire, Togo, Niger, Tchad? Est-ce que c'était la priorité? Vous, en tant que consultant, vous auriez dit quoi à IBK? Alors, moi, je vais peut-être vous choquer, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Pour une raison très simple, c'est qu'en Afrique... Eh bien, ça va faire débat. En Afrique, vous avez cette tradition de remercier celles et ceux qui vous ont accompagné lorsque vous étiez candidat. Et c'est un secret Farid, est-ce que c'était le moment? Alors, c'était le moment pour une raison très simple. C'est que dès lors qu'il prête serment, dès lors qu'il est officiellement le président de la République du Mali, il est beaucoup plus difficile pour lui d'aller remercier. Dès lors que toute visite à ce moment-là, dès lors qu'il est président, toute visite à l'étranger est considérée comme soit une visite privée, dans ce cas-là, il ne peut pas donner de discours tel qu'on l'a entendu, ou alors c'est ce qu'on appelle une visite officielle. Une visite officielle, diplomatiquement, est beaucoup plus lourde à organiser et dont les conséquences sont beaucoup plus importantes. Et je reviens à la tradition africaine qui consiste à remercier celles et ceux qui vous ont accompagné lorsqu'il a été candidat. Je vous l'accorde, Farid, on a bien compris, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, je vous l'accorde. Mais était-ce le moment quand on connaît la situation du pays? Vous savez que la situation, le Mali traverse une véritable crise. Est-ce que c'était, pour IBK, une vraie priorité d'aller remercier ces chefs d'État? Il aurait pu le faire via un courrier, un mail, je ne sais pas... non, parce que vous avez quand même, lorsque vous êtes cette stature-là, et vous êtes le futur président officiel de cette République, vous avez l'obligation d'y accorder, j'ai envie de dire, le geste. Allez. Et à savoir, vous êtes obligé d'aller d'une certaine manière... Après, bien entendu que ça peut choquer. Je veux dire, il y a d'autres priorités au Mali. Je crois que justement, on va en parler. Il y a d'autres priorités. Attendez, Alex Jordanov, je vais vous donner la parole, mais Tiambel n'a pas l'air d'être d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce qu'il n'est pas seulement investi, il n'est pas encore investi. Il n'a pas prêté serment. Je suis d'accord, moi, je suis plutôt d'avis. Il n'a pas prêté serment. Et il est un homme dans son discours qui a réclamé la restauration de la légalité, l'autorité dont il incarne. Il s'attaque à cette autorité-là. Il ne peut pas demander une chose et faire le contraire. Et surtout le budget, qui paye pour cela? Parce qu'il n'est pas président officiellement. On ne peut pas avoir deux présidents à la charge, l'autre n'a pas rendu le tablier. Tout simplement pour un pays pauvre, pour un pays où on devrait penser, peut-être s'il avait fait le voyage de Kidal pour aller voir l'amputé, la femme flagellée, la jeune fille violée, je ne lui rendrais pas... Là, oui. J'aurais Monsieur le consultant, avec beaucoup de... Ce que dit Tiambel, c'est très important. Et là, effectivement, il a raison. Moi, en tout cas, je rejoins son avis. C'est d'une certaine manière la vérité, mais c'est également du populisme. Lorsque le futur président de la République du Mali, lorsqu'il fait ses voyages de remerciement, il le fait en tant qu'individu, en tant que personne physique, en tant que candidat, pas encore en tant que président. Par définition, ce n'est pas la République du Mali qui finance l'ensemble de ces voyages.
notre cher ami a soulevé notamment le fait qu'il soit descendu d'un appareil, d'un aéronef ivoirien, en tout cas aux couleurs de la Côte d'Ivoire, tout à fait. Mais c'est un secret de polichinelle pour dire que Ouattara, qui n'est pas à l'origine son ami, que le président Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, l'a aidé de différentes manières. C'est un secret de polichinelle. Tout à fait. C'est un secret de polichinelle pour dire que d'autres États, et notamment leur président, l'ont aidé dans l'élection. Alex Jordanov. Farid devrait être nommé ambassadeur de notre pays. Déjà. Je crois que ça ne va pas tarder à mon avis. Hein, il va avoir un coup de fil d'Ibeka. Allô, je vous ai vu à Télé Sud dans Ça fait débat. Est-ce que vous voulez bien répondre à mon invitation? Je vous prends comme ambassadeur. En Afrique subsaharienne. Vous remercierez, j'espère. Vous remercierez, j'espère. Ça fait débat. Non, mais franchement, il aurait pu... son premier voyage, où il est sous les projecteurs, il aurait pu aller à Gao. Qui est une ville, et c'est là où je suis d'accord avec Tiambel. C'est vrai. Où il y a une longue liste de boîtes de nuit fermées, de femmes violées, de gens mutilés. C'est un truc de classe, de finesse. Son premier voyage avec la presse aurait dû être à Gao. Et pas aller se pavaner à Abidjan avec un... Je ne dirai pas plus sur Ouattara. J'ai l'impression qu'Alex, il a envie d'en découdre avec certains. Non, c'est ça. Non, mais allez-y, de toute façon, c'est le principe un peu de Ça fait débat. Mais si on va tenter d'avancer quand même, est-ce qu'il n'est pas en train, peut-être, je pose la question, et peut-être que vous avez une des réponses, en tout cas, que vous pouvez esquisser ici dans Ça fait débat, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de, comment dirais-je, son élection, de la rendre légitime? Tiambel. La légitimité de son élection revient à ce peuple-là qui s'est mobilisé malgré la crise, malgré la guerre, malgré les difficultés, malgré la saison de pluie pour aller voter. Il doit s'ajouter d'abord le premier merci, il doit à ce peuple-là, à ces 6 millions qui se sont déplacés pour aller voter. Et ces 6 millions l'ont fait dans un contexte, dans une situation, parce qu'on sort de guerre, on s'est dit il faut aller aux urnes, il faut voter quoi qu'il arrive. Mais il ne l'a pas légitimé parce qu'il y a une situation qui est là, de fait qui est là. Cet homme a fait campagne avec les militaires. Il s'est appuyé sur les mutins et les islamistes pour venir aux affaires. Et qui utilise qui? C'est la nomenclature ou la composition, la couleur de son gouvernement qui nous donnera cela. Mais en tout cas, il avait juré de prêter serment sur le Coran. Il n'est pas allé sur... C'était une rumeur. Heureusement qu'on en est resté à l'état d'humain. Il a commis une autre bourde. C'est-à-dire qu'à son investiture, il a adressé un satisfecit à un général dictateur qui a fait 23 ans de pouvoir au Mali, qui a tué plus de 1000 personnes en 91. Je vais en parler, messieurs. Justement, c'est vrai qu'il a prêté... Le 4 septembre, il a prêté serment. Oui, et il a dit de Moussa Traoré... En même temps, pendant son serment, il a avancé quelques noms, quelques personnalités. D'accord là aussi, est-ce que c'est pas des boulettes? C'est pas une maladresse de sa part? On peut probablement l'analyser comme une maladresse. Il faut savoir que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Le Mali sort de pas mal de mois de difficultés, on ne va pas revenir là-dessus, entre ce qui s'est passé au nord, les difficultés militaires, etc., les coups d'État précédents. Donc c'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il est dans une posture de vouloir, d'une certaine manière, rassembler au maximum pour faire avancer le pays. Vous aviez tout à l'heure évoqué la légitimité. La légitimité, elle est dans les urnes. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le personnage, son passé, etc., elle est dans les urnes. Je suis désolé, un peu plus de 77% au second tour. C'est ça. Les Maliens n'ont pas forcément voté parce qu'ils voulaient absolument ce personnage-là. Les Maliens ont certainement, peut-être que je m'avance là-dessus, ont certainement voté parce qu'ils voulaient que le pays retrouve une certaine stabilité. Et on peut être choqué, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que parmi les invités ce 4 septembre, il y avait notamment l'ancien président malien qui l'a combattu lui-même. C'est-à-dire qu'on peut être choqué, bien entendu. Mais à un moment donné, même si je n'aurais pas fait cette bêtise d'une certaine manière, mais on peut imaginer que ce président malien a encore une responsabilité morale pour certains et que le futur président voulait absolument avoir tout le monde. Ça arrive partout. Obama a nommé Hillary Clinton comme secrétaire d'État. Exactement, c'est vrai, aux États-Unis. Et là, on est aux États-Unis. Messieurs, juste pour fermer le chapitre, pour clore ce chapitre-là, une question. Vous avez soulevé la question qui est primordiale, essentielle pour l'avenir du pays, c'est celle de la jeunesse. Quelle est
le geste, quel geste fort, d'accord, vous savez que la jeunesse attend un geste fort. Quelle est selon vous cette priorité? Que doit-il, comment dirais-je, annoncer à cette jeunesse Ibeka? Farid Thiembel et ensuite Alex, et on passe au chapitre suivant. C'est délicat parce que la jeunesse aujourd'hui au Mali, quels que soient les gestes qui va leur annoncer, véritablement ne sera pas forcément celle qui va en profiter. Moi, si j'ai un conseil à lui dire, c'est véritablement d'investir, on a parlé de jeunesse, d'investir véritablement dans l'éducation pour celles et ceux qui sont encore aujourd'hui, qui sont nés ou pas nés, et qui vont devenir cette jeunesse-là. Et si, que ce soit lui ou d'autres d'ailleurs, s'il ne réussit pas de ce point de vue-là, on se retrouvera in fine dans des situations comme on l'a vécu au Nord-Mali notamment, parce que d'autres viendront justement viendront exploiter ceci. Thiembel et ensuite Alex, et on passe au sujet suivant. Un mot rapidement. Auréoler Moussa Traoré de la sorte, c'est une insulte à la mémoire des événements, des victimes de mars 91 qui sont à la base de son élection à lui en tant que 5e président de la République du Mali depuis son indépendance et 3e président depuis l'avènement de la démocratie. Parlant de la jeunesse, je crois qu'il doit avoir un geste fort, c'est de responsabiliser cette jeunesse, de comprendre que cette génération politique nous a menés au gouffre, il faut changer de cap. Il faut nommer un jeune comme Premier ministre pour donner le ton. S'il ne le fait pas, il s'est engagé dans un sens assez réduit et il va droit au mur. Je crois qu'il se trame, en tout cas d'après selon les bribes de couloir, c'est son directeur de campagne qui sera le futur Premier ministre. Il y a beaucoup de noms qui C'est ce qui se dit. Moi j'ai ça comme info. Est-ce que vous me confirmez? Son nom circule parmi les préministrables. Il y a aussi le gars de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé. Il y a aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais c'est à lui. Alex. Farid a raison. Quoi qu'il fasse, la jeunesse ne récoltera pas les fruits de l'investissement qu'il fera, mais en tous les cas, effectivement, il faut qu'il investisse dans l'éducation. C'est le seul, c'est la seule richesse d'un pays, en fait. Allez, on passe au second sujet. Vous pouvez le commenter, je vous le rappelle à vous tous. Vous savez que vous avez la page Facebook Ça fait débat. N'hésitez pas à vous rendre sur cette page-là, vous commentez l'actualité et réagir. N'hésitez pas, hein, je vous invite en tout cas, on pourra y compris relayer ici même dans Ça fait débat vos commentaires. Et puis sur Twitter, c'est F Débat. Bienvenue à celles et ceux qui viennent nous retrouver. Vous le savez, on va parler de l'Égypte. Le pays se dirige-t-il vers le chaos? Avant d'en parler, avant de commenter l'actualité, regardons ce sujet, ce reportage par la rédaction de Télésud. Lors de sa première apparition télévisée hier soir, depuis sa prise de fonction il y a 2 mois, Adli Mansour, le président égyptien par intérim, s'est engagé à respecter les délais fixés pour des élections générales prévues début 2014. Il estime que l'état d'urgence restauré le 14 août pourrait être levé mi-septembre. Adli Mansour a réaffirmé que les autorités entendaient poursuivre la mise en place de la feuille de route annoncée par l'armée lors de la destitution du président islamiste Mohamed Morsi le 3 juillet. Messieurs, première question. J'ai une question toute simple. Enfin, toute simple et en même temps, attention, qui a énormément d'incidence. Faut-il juger Morsi? Alex Jordanov. Légalement, non, on ne peut pas. Il a été mis dehors par un coup d'État. Mais dans les faits, c'est vrai qu'il était en train de couler l'Égypte. Et c'est vrai aussi qu'il injectait de la haine dans la rue, dans sa population. Est-ce que ça suffit pour le juger? Non. Pardonnez-moi, je suis un peu provocateur. Est-ce que ça suffit? Il a été élu démocratiquement. Je ne suis pas un pro-Morsi, loin de là, attention. Simplement, comme tout le monde, je me pose les vraies questions. Non, c'est difficile, on ne peut pas le juger. Farid, Tamsamani. Surtout sur les chefs d'accusation qui lui sont portés aujourd'hui, sur lesquels, véritablement, les militaires égyptiens veulent absolument le juger. Ce sont des chefs d'accusation, en tout cas 2 chefs en particulier, dont un qui date d'avant le fait qu'il soit président de l'Égypte. Et un autre, effectivement, qui est concerné, non pas les dernières manifestations, mais des manifestations d'un peu... L'incitation au meurtre. Voilà, incitation soi-disant au meurtre. C'est délicat de s'exprimer sur le fait, est-ce qu'il faut le juger ou non, pour une simple raison, c'est que si on doit le juger pour ces éléments-là, quoique, on doit également juger celles et ceux qui ont procédé au massacre que l'on a connu, notamment avec plus de 1000 personnes tuées parmi les frères musulmans en Égypte. Or, on sait pertinemment que les militaires qui aujourd'hui ont le pouvoir ne vont pas se déjuger et surtout ne vont pas... Ali, je sais bien, Farid, excusez-moi, je sais bien, mais des milliers de manifestants
dénoncent un acte terroriste contre Morsi. Oui ou non ont-ils raison? Alex Jordanov, ensuite Tiambel et ensuite Farid. Des milliers, oui. Des milliers. Excusez-moi, Alex, oui, quand on regarde ces images, c'est des milliers de Mais il y a manifestants. quand même 19 millions qui ont signé la pétition. On n'est pas dans les milliers, là. La pétition contre Morsi. C'est inimaginable. 19 millions d'Égyptiens ont signé la pétition pour dégager Morsi. Il n'est pas impossible que parmi les 19 millions font partie ces milliers de personnes qui dénoncent le coup d'État. Tout à fait. Moi, j'étais en Égypte il n'y a pas très longtemps. J'étais... le Caire, il y a une île qui s'appelle Zamalek, au milieu, il y a voilà. Tous les matins, je prenais le café avec toujours les mêmes, 5-6 Égyptiens, tous architectes, chauffeurs de taxi, enfin, il y a toutes les classes sociales. Non, toutes les classes sociales mélangées. Toujours le même café. Tous avaient voté Morsi et tous priaient Dieu pour qu'il dégage. Tous? Même tous, sans aucun. C'est quand même flagrant. La situation de l'Égypte. Ça vous a frappé? Ah bah, ça allait de l'ouvrier à l'architecte, au chef d'entreprise. Enfin, c'était toutes les classes de la société. En même temps, c'est les mêmes qui l'ont élu. Ils l'ont élu. Ils sortaient de... C'était 17 ans de Moubarak. Oui, mais il a été élu démocratiquement. Tiambel. C'est toute la particularité du cas de l'Égypte. Si on ne peut pas mettre hors du jeu cet héritage de l'ère Moubarak, la gestion qu'en a fait, la récupération de cette révolution, et puis la gestion qu'on en a fait par la suite, et l'immixtion de l'armée. L'erreur de Morsi part justement de là, en dégommant tout de suite les Tantawi et tous les autres qu'il a mis à l'écart pour s'approprier cette armée-là. Il n'a pas réussi à la contrôler. Et puis ce projet malicieux de mettre un État islamique en Égypte alors que la population ne suit pas véritablement, je crois que le problème est là. Si on doit lui reprocher d'avoir commis des actes pour lesquels la justice égyptienne a été saisie, il faut qu'il soit jugé comme Hosni a été jugé. S'il est lui reproché d'avoir tué des gens et que sa responsabilité est reconnue dans ces meurtres-là. Autre question, absolument. Donc j'ai bien compris, vous êtes un peu partagé, mais d'ailleurs certains sont mitigés. Dites-moi, Adli Mansour, qui est le président, rappelons-le, par intérim. Clairement, il a promis des mesures pour améliorer la situation économique et sécuritaire. Mais moi, la question que je me pose, et que je vous pose aussi notamment, est-ce qu'il a les pouvoirs pour cela? Farid? Bien entendu que non. D'une part, il n'a pas la légitimité électorale pour l'instant, et d'autre part, on sait pertinemment qu'en Égypte, c'est l'armée qui possède l'ensemble du pouvoir sécuritaire, mais également le pouvoir économique, puisque pas loin de 50% de l'économie égyptienne est liée de près ou de loin aux militaires. Donc ça, c'est une complète réalité. Ce qui se passe en Égypte, bien entendu, c'est qu'effectivement, les gens avaient plébiscité Morsi, non pas pour Morsi, mais parce qu'ils ne voulaient absolument pas avoir son détracteur d'en face, qui était un ancien de l'ère Moubarak. Ils ont d'abord voté contre c'est ce que rappelait Alex Jordanov. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut se remettre dans le contexte égyptien. Les frères musulmans qui ont subi et qui ont été martyrisés par Moubarak, mais également sous Nasser, ça remonte à Nasser également, ces gens-là avaient une philosophie qui était de dire nous y arriverons d'une certaine manière, d'un point de vue électoral, sans violence. Et aujourd'hui, ils sont très mitigés parce qu'ils y sont arrivés, ils ont fait des erreurs. Morsi, indéniablement, a fait des erreurs, et notamment ce fameux décret où il s'était octroyé d'une certaine manière les pleins pouvoirs, même s'il a fait marche en arrière derrière. Ce sont des erreurs. Et l'autre erreur qui est, à mon avis, géopolitique, sur laquelle on n'insiste pas énormément, mais qui, à mon sens, a tout son poids, puisque c'est très important dans la région, il a fait cette visite officielle très affichée, notamment lors d'une conférence, je ne sais plus laquelle, à Téhéran. Or, les voisins de l'Égypte, pour ne pas la nommer l'Arabie Saoudite en tête, son ennemi, par définition, est cette fameuse Iran. Donc vous avez ce cocktail qui fait que le ministre de la Défense actuel, mais donc le chef des militaires qui a renversé Morsi, Al-Sisi, qui a été nommé par Morsi également, qui est connu pour ne pas forcément être... qui est connu pour être un islamiste d'ailleurs. Celui-ci, à un moment donné, a compris qu'il fallait avancer. Avancer. On parle de, je veux juste, pour fermer ce chapitre, s'il vous plaît, messieurs, parler de liberté d'expression, liberté de presse. Vous savez, en Égypte, les autorités égyptiennes ont ordonné la fermeture d'Al Jazeera, accusée de soutenir les partisans du président renversé. Oula, attention, hein, j'ai 2 journalistes à mes côtés. Alors, liberté d'expression menacée, messieurs? Information? Désinformation?
Al Jazeera, est-ce qu'ils ont finalement raison, les autorités égyptiennes, d'avoir interdit Al Jazeera, le bureau d'Al Jazeera? Alex Jordanov. Dans l'absolu, non. Vous avez beaucoup voyagé. Non, mais Al Jazeera, c'est quand même très orienté. C'est quand même la mais est-ce que voie, c'est une raison? Oui, alors Alex Jordanov, c'est pas parce que... Mais toutes les chaînes sont orientées. Toutes les chaînes ont leur politique éditoriale. Mais Alex, c'est pas vous à qui je vais l'apprendre. Elle est orientée de la même façon que toutes les autres chaînes sont orientées. Même à Société mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison pour que les autorités égyptiennes ordonnent l'interdiction et la fermeture d'Al Jazeera? Toi, tu es un fervent. Tu es toujours... je dirais, tu t'es toujours battu pour la liberté d'expression. On ne peut pas, mais c'est la voix de son maître, mais techniquement, non, on ne devrait pas. On devrait laisser les gens opérer normalement. Et on est d'accord quand même, Alex Jordanov. C'est vrai qu'Al Jazeera est orienté. C'est 4 sites militaires tout autour du Caire qui brouillent les signaux d'Al Jazeera. Ok, mais bon, c'est vrai, on ne devrait pas le faire. Mais je vous l'accorde, c'est vrai que c'est orienté. C'est vrai que c'est la voix de son maître, et que leur information est totalement biaisée. En même temps, vous me donnez raison, Alex. Oui. Toutes les chaînes sont orientées. Oui. Oui. Farid, tiens. Non, non, non et non. La liberté d'expression, elle est sacrée. Nous l'avons acquise au prix de la lutte du sang. Quelle que soit la situation, il ne faut pas toucher à cette presse-là. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. En même temps, on retient de l'Égypte que c'est le seul président, quand même, Morsi, parlant de Morsi, qui a condamné l'opération Serval au Mali. Ça resté dans les esprits. Ah, c'est vrai que c'est resté dans les esprits. Alors, je voudrais signaler une seule chose. Oui. Merci de l'avoir rappelé, Tiambel. Morsi a dit, je cite, j'ouvre les guillemets, soit nous gouvernons, soit nous brûlerons l'Égypte. Fermez les guillemets. C'est fort. Moi, Farid. Complètement. Il faut quand même dire comment pense ce monsieur. C'est vrai. Maintenant, on a le temps de le juger. Farid, et on passe au sujet suivant. Sur la liberté d'expression, je rejoins complètement mon cher ami. Effectivement, la liberté d'expression, c'est sacré. C'est une erreur manifeste, mais je ne suis absolument pas surpris de la manière dont les militaires gèrent l'Égypte, de fermer non seulement Al Jazeera, mais également 4 autres chaînes de télévision qui leur sont défavorables d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, 4 au total. Voilà. Mais ça je parle d'Al Jazeera parce que c'est la plus connue, mais il y en a 4 au total. Vous en avez d'autres. Mais c'est assez symptomatique de l'Égypte qui veulent imposer. Et c'est là qu'ils se trompent, à mon sens, les militaires, parce que nous vivons une époque où les gens ont soif d'information. Et si vous avez beau leur fermer Al Jazeera, l'information, elle circulera ailleurs. Et je ne suis pas certain que ça soit en fermant des chaînes d'information et en fermant d'une certaine manière la liberté d'expression qu'on fera avancer cette fameuse cohésion dont l'Égypte a tant besoin aujourd'hui. Allez, on avance, messieurs. Je pense que c'est plutôt un message au Qatar qu'ils essaient d'envoyer. Ah oui, je pense aussi, oui absolument. C'est un message, de toute façon, qui est en direction du Qatar, mais c'est certain, c'est indéniable. Hein. Il a raison, Alex. Pour une raison très simple, c'est qu'ils acceptent bien aujourd'hui le versement de... Alors, l'Arabie Saoudite a versé un peu plus de 7, les Émirats 5, et le Qatar aujourd'hui en verse 3, il me semble. Donc le message, il est, on va dire, il est pour la masse populaire, pour dire, voilà, nous gouvernons, vous ne vous inquiétez pas d'une certaine manière. Mais tout ceci est très... Allez, on avance, messieurs, on avance. On va parler du sujet numéro 3 avant de passer au 4, parce que le temps file, hein, dans Ça fait débat. Embrasement de la RDC, on va en parler, comment sortir de cette tragédie. Très compliqué. Tiambel, vous nous le direz, les raisons pour lesquelles, effectivement, c'est un sujet très complexe. On va essayer de tenter, évidemment, ici, dans Ça fait débat, de commenter cette actualité, Rwanda, RDC, cette guerre, cet embrasement, y compris autour du Grand Lac, hein, il me semble. On en parle, mais je vous propose de regarder tout de suite ce premier sujet consacré à la RDC par notre agence Afrique TV. Marie Robinson, envoyée spéciale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, vient de séjourner en RDC. À Kinshasa, elle est d'abord reçue par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Elle s'exprime à la sortie de l'audience. D'abord, je veux aller à Goma pour voir la situation sur le terrain, pour donner mon sympathie personnelle aux gens qui étaient blessés et les familles des gens qui étaient tués dans le conflit. Parce que vraiment, c'était très grave. Et je suis content que maintenant, on a fait un progrès militaire, mais il faut aussi un progrès politique. Le jour suivant, Marie Robinson prend son avion pour Goma, dans le Nord Kivu, où elle séjourne pendant 24 heures. Comme j'ai dit, comme le Conseil de sécurité, tout le monde veut que le M23 dépose des armes, cesse le conflit. J'ai vu dans les hôpitaux à Goma hier
ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est au cœur de mon travail. À son retour dans la capitale, elle est reçue par François Mwemba, coordinateur du mécanisme national de suivi. Elle déclare clairement que le M23 doit déposer les armes. Je crois que quand je suis à Kigali, je vais parler aux autorités à Rwanda sur les impressions que j'ai des perceptions à Goma hier et avant-hier. Et je crois que comme envoyé spécial, je vais essayer de parler très franchement et très directement. Et je crois que c'est très important maintenant qu'on trouve un moyen d'aller en avance au niveau politique. Après la RDC, Marie Robinson se rendra au Rwanda où elle promet de parler franchement à Paul Kagame, principal soutien des rebelles du M23. L'institution accuse l'armée rwandaise de soutenir la rébellion dans l'est du pays. Messieurs, première question, faut-il une intervention armée du Rwanda? Tiembel. C'est une situation assez complexe, la crise des Grands Lacs. On ne peut pas continuer à gérer avec une telle opacité, à situer les responsabilités d'un pays dans l'agression d'un autre au nom de ses richesses souterraines. La République démocratique du Congo est un pays continent, l'un des pays les plus vastes au monde, un pays riche, énormément riche, qui se fait agresser en répétition depuis des années avec la politique de Kagame dans cette zone-là. Et en même temps, il n'est jamais puni, jamais on ne l'interroge jamais sur les questions. Il arrive toujours par certaines gestions, une certaine situation à se tirer d'affaire. Alors faut-il une intervention armée du Rwanda ou pas, selon vous? Une intervention armée du Rwanda, difficile parce qu'il y a aussi les soldats des Nations Unies qui sont là, les casques bleus qui sont là, qui n'interviennent pas. Il faut quand même trouver une solution militaire à la question. Alors, le Rwanda ne peut pas être juge parti, ils ne peuvent pas soutenir ceux-là et puis c'est eux qui les servent de repli, au M23 de repli. Dans ces conditions, c'est très complexe. Moi, je pense que la responsabilité reviendrait à des forces africaines qu'il faut créer pour aller trouver une solution à cette situation-là. Avec les Nations Unies, avec les autres pays riverains, parce que laisser la responsabilité au seul Rwanda de Farid. Je comprends parfaitement ce qui vient d'être dit. Malheureusement, la solution militaire ne suffira pas sur cette région-là. Elle ne peut être que politique et à travers essentiellement deux pays, on va dire le plus important, celui qui est complètement impliqué dans la zone, qui est le Rwanda, mais également l'Ouganda. Vous demandiez tout à l'heure si le Rwanda doit intervenir militairement. Le Rwanda intervient déjà militairement. Oui, les milices dans le Nord Kivu, ce sont notamment des milices issues du Rwanda, sans compter que d'autres sont soutenues par le Rwanda, etc. C'est une affaire qui malheureusement date, qui date depuis la Deuxième Guerre du Congo, de mémoire. C'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est déjà quelque chose propre au Congo, puisque un certain nombre de militaires avaient fait défection de l'armée classique du Congo pour justement mener ces opérations dans cette zone très très riche en minerais, puisque on ne va pas se voiler la face, il s'agit de cela. Oui, principalement. Donc voilà, la vraie question, elle est politique, elle est véritablement d'impliquer... Quel est le rôle des casques bleus? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Tiembel. Mais en même temps, attendez messieurs, les casques bleus sont mis en cause dans certaines fusillades. On peut se poser la question, mais quel est le rôle aussi des casques bleus? Alex Jordanov. Je sais pas, leur nombre est assez impressionnant là-bas. Je crois que c'est la première force 33 000 internationale sur l'Afrique. 33 000, il y en a carrément c'était plus que la KFOR en Bosnie, et au Kosovo. Mais 33 000, ils arrivent à maintenir... Mais il faut bien situer ce qu'est véritablement ce conflit-là. Ce sont des millions de personnes qui sont déplacées. Il ne faut pas l'oublier. Et les milliers de soldats de l'ONU, aujourd'hui, sont dans une posture très délicate, parce qu'effectivement, ils sont engagés dans des missions, parce qu'il ne faut pas les nier, ils se font également agresser, que l'armée congolaise n'a pas forcément les moyens. On l'a très bien vu dans la défense, notamment de Goma, où véritablement, ils étaient tous impliqués. C'est très, très, très compliqué. Ils n'ont pas les moyens, mais est-ce que le Rwanda a une force de frappe ou pas du tout? Le Rwanda est un pays militaire, par définition, est un pays qui a une grosse force militaire dans la région, donc par définition, il est à impliquer. Et encore une fois, moi je suis davantage pour la solution
politique. Et même si nous avions une solution politique, il n'est pas évident que les milices, aujourd'hui, qu'ils sont armés et qui ont récupéré pas mal d'argent de tous les trafics qui existent, acceptent la solution politique, malheureusement. Alex Giordano. Il a tout à fait raison. Je ne pense pas que les milices... Admettons qu'il y ait une solution politique. Admettons que les trois pays... En même temps, l'envoyée spéciale de l'ONU, vous avez ce qu'elle dit, là, vous avez entendu comme moi. Elle ne dit rien. Elle dit rien, en même temps, elle dit oui, effectivement, rien. non. Bon, elle dit pas grand-chose, effectivement, mais elle dit voilà, qu'il est temps d'arrêter tout cela. Je vais aller à Kigali parler franchement. Bah, super, vas-y, merci. Mais elle dit rien. Mais il a raison, je pense que ça passe par une solution politique, mais ce qui n'est pas certain, c'est que les milices appliquent les décisions politiques et les solutions politiques qui ont été trouvées. Tout à fait, c'est délicat parce que le M23 tel qu'on le connaît aujourd'hui, le M23, même si vous arrivez à négocier avec le M23, il n'est pas évident que si vous avez trouvé un accord avec celui qui représente aujourd'hui le M23, d'autres milices l'acceptent. Donc c'est un conflit qui malheureusement, on va en entendre encore parler pendant encore très longtemps malheureusement. Tiembel. On va en entendre parler, vous rappelez tantôt la mission de l'ONU. On a eu un petit peu, rappelons-le, pour ceux qui viennent de découvrir. Effectivement, on a eu une panne technique dans votre micro-cravate. Donc c'est pour ça que vous utilisez maintenant le micro-main. Je suis gâté, merci. Voilà, vous avez deux micros. Hein. Oui, deux micros à moi seul, merci. Donc je disais, par contre, par rapport à la mission des forces de l'ONU, la première mission, c'est de protéger la population. Cette première mission, elle a failli. Et puis, cette mission, à mon avis, n'avait pas objet de riposter. C'était vraiment en cas d'agression seulement. Ils ne pouvaient pas attaquer. Bon, donc s'il fallait un avenir à l'ONU pour qu'on ajoute ça à la mission de l'ONU pour qu'il puisse se défendre. Il ne suffit pas d'être dans une position défensive. Farid secoue la tête, donc c'est qu'il n'est pas d'accord. Offensif. Il faut quand même trouver cette solution. Moi, je pense que la solution définitive passe pas certainement, il faut un accord politique qui implique tous les pays riverains des Grands Lacs, des organisations internationales, de l'OUA, mais aussi il faut de la justice, il faut arrêter ces gens-là et les mettre en prison. Il faut que les gens répondent devant, que ce soit les tribunaux africains, la Cour internationale, ou en tout cas, il faut que la situation implique tout le monde, qu'on se mobilise comme on l'a fait pour le Mali et ailleurs. Et, voilà. Bien sûr que ça, c'est réalisable. Le tribunal sur le Rwanda, il ne se passe jamais rien. Jamais personne n'est condamné. Ils condamnent un sous-officier qu'ils ont vaguement trouvé et traîné dans la boue tous les 6 mois. Il ne se passe jamais rien. Ce n'est pas le bon geste, mais il faut avoir du courage. Il faut encourager cette justice-là, panafricaine, qui doit juger ces coupables-là, certains depuis, et il faut faire l'expertise de ces cours-là, nommer des magistrats responsables qui vont devant les faits et qui vont attaquer. La solution est là. Moi, j'apprécie beaucoup l'utopie de mon cher collègue, sans vouloir... Qui est journaliste, rappelons-le. Tout à fait. La réalité est vraiment différente, véritablement, sur le terrain. On a parlé tout à l'heure de la force de l'ONU. La force de l'ONU, elle n'attaque pas parce qu'elle décide d'attaquer. D'ailleurs, elle n'en a pas le pouvoir. Par contre, lorsqu'elle se fait attaquer, lorsqu'elle se fait agresser, le minimum pour elle, pour sa survie, c'est véritablement de riposter. Et nous savons sur place les différentes milices. Et encore une fois, c'est très délicat, parce que vous avez plusieurs milices, vous avez plusieurs ethnies. Et la véritable question, c'est encore une fois les terres, les fameuses frontières entre le Rwanda et effectivement le plus grand pays, un des plus grands pays d'Afrique, qui est la RDC. Véritablement, la difficulté, elle est là-dessus. Et là où je suis complètement d'accord avec mon collègue, c'est qu'il faut une implication également de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les Africains eux-mêmes se prennent en main et véritablement décident. Parce que l'ONU, c'est une chose, l'envoyé spécial, c'en est une autre. Que ce soit les États-Unis ou la France, c'est autre chose. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Union africaine ne se positionne pas là-dessus? Parce que tout le monde a en tête, pardonnez-moi, le fameux génocide du Rwanda, et tout le monde ne veut surtout pas s'impliquer face à une pseudo-stabilité de ce pays-là, aujourd'hui avec Kagame. La difficulté, elle est là. Allez, on va passer au dernier sujet. Tiembel. Rapidement que le Congo est quand même devenu depuis un certain moment un enjeu des puissances internationales. L'émission des États-Unis, de la France, de toutes les puissances internationales à cause des richesses de ce pays-là. Et ce qui n'est pas normal du tout. Bon, allez, on passe au dernier sujet, messieurs. On va commenter l'actualité politique en Tunisie. Vous en êtes d'accord? C'est parti, messieurs. Concernant la Tunisie, peut-il y avoir un terrain d'entente entre le gouvernement dominé par les islamistes et l'opposition? Je vous propose de regarder un sujet. Je crois que non, on n'a pas de sujet, il me semble-t-il. C'est Égypte bis. Égypte bis. Non, je crois qu'on n'a pas de sujet, mais allez, messieurs. Allez, le peuple est toujours dans la rue pour faire prendre le mouvement. Vous savez, ce fameux mouvement Dégage, oui. Voilà, tunisien. C'est un marode Alors, tunisien. vous êtes en train de me dire, c'est l'Égypte bis. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire basculer le gouvernement? Moins l'armée.
Allez, Alex Jordanov. C'est exactement la même situation. D'ailleurs, les calendriers entre les révolutions successives et les élections et la prise de pouvoir sont à peu près équivalents à ceux de l'Égypte. À la seule différence près, c'est que la Tunisie n'a pas une armée de la force et de l'influence de l'Égypte. Donc c'est là où les Ennahda et les islamistes ont peut-être une carte à jouer. Parce que... Parlons-en justement. Farid. Je pense que ce mouvement dégage notamment. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ce mouvement-là qui fasse véritablement tomber l'armée, mais là, pardonnez-moi, lapsus, non pas l'armée, mais le gouvernement aujourd'hui dominé par le parti Ennahda, je pense qu'il tombera. C'est-à-dire que le gouvernement tombera pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition, malgré le fait qu'elle soit divisée en deux, entre ceux qui veulent négocier éventuellement avec le gouvernement et celles qui ne veulent rien entendre. Aujourd'hui, ce ne sont pas forcément cette opposition qui est connue à travers des partis, des personnalités, etc., qui fera véritablement tomber l'armée. Mais c'est surtout la situation économique et sociale du pays qui véritablement fera les choses. Et c'est un des éléments qui a conduit à la révolution. Contrairement à ce que l'on a très souvent dit, ce ne sont pas les intellectuels, ce ne sont pas les partis qui ont conduit à la révolution. C'est né véritablement d'un sursaut parce que la crise économique. Donc vous êtes en train de nous dire, Farid, Tam Samani, vous êtes en train de nous dire de toute façon, il finira par basculer. Je pense. Un mot. En quelques secondes, on a fini l'émission. Quelques secondes, on retient de ce pays-là que le printemps arabe est parti de là. On a connu des violences, des assassinats. Et on en est là à une révolution encore du monde descendant dans les mariages entre les syndicalistes et les politiques pour réclamer un changement. Je pense que c'est des leçons quand même que la Tunisie est en train de nous donner. Et peut-être que tout cela aboutira à quelque chose que le peuple aura. Absolument. Je ne peux pas m'empêcher, avant de fermer cette émission, et bien simplement de faire allusion juste à Ben Ali. L'ancien ambassadeur de France en Tunisie, M. Boyon, s'est fait prendre 300 000 € à la gare du Nord avec 350 000 € en liquide. Tu l'as bien placé celle-là, mon ami Alex Jordanov. Non, mais il a raison, c'est vrai, effectivement. Ça faisait la une, ça faisait l'actualité la semaine dernière, effectivement. Ben Ali, qui fait parler de lui sur Instagram. Est-ce que c'est de la provocation? Voilà, juste un petit tour de table. Provocation ou pas? Moi, je trouve que c'est indécent vis-à-vis de tous les morts et de tous celles et ceux qui décèdent encore en Tunisie. Indécent pour Farid. Pour Tiembel. Ben Ali est un Tunisien. S'il n'est pas jugé, il peut revenir dans son pays. Alex Jordanov. Qu'il reste où il est. Qu'il reste où il est. Oui. Il n'a pas à publier ce genre de photos. Et d'ailleurs, il est très bien où il est, en Arabie Saoudite, au chaud, c'est le cas. Allez, messieurs, en tous les cas, je vous propose tout de suite, vous pouvez continuer à commenter l'actualité et réagir sur la page Facebook et sur Twitter, CF Débat. Messieurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir dans la seconde partie de l'émission, un député marocain. Il fait partie du parti Authenticité et Modernité. Il s'appelle Mehdi Ben Saïd. Vous avez entendu parler ? Ça bouge pas mal pour lui. Ça bouge pas mal pour lui. La loi contre le racisme, le statut de la femme, mais également, il veut proposer une loi sur la légalisation du cannabis médical au Maroc. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup d'actualités. T'as l'air sceptique. Non, c'est carrément la Californie. Bientôt, il y aura des officines. Allez, je vous propose tout de suite cette seconde partie. Notre invité, il s'agit de M. Ben Saïd Mehdi, le député marocain. Merci à toutes celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, pour cette nouvelle saison 2. Dans Ça fait débat, il vient notre premier invité pour cette saison Ça fait débat. Dans ce prime time, je vous le rappelle, le rendez-vous, notez-le bien, c'est le jeudi à 21h30, juste après le journal de 21h. Et bien, nous recevons aujourd'hui le député marocain du parti Authenticité et Modernité. C'est bien cela. Oui, bonjour. tout à fait, c'est ça. Tout ça fait. Monsieur Mehdi Ben Saïd. Exactement. Absolument. Bienvenue ici, chez nous, dans Ça fait débat. Merci. Vous êtes de passage à Paris. Oui. Pour quelle raison, au juste? Pour rencontrer les personnalités politiques ou vous venez faire du lobbying? Qu'est-ce que vous venez faire ici à Paris? Vous savez que le Maroc est aussi partenaire de la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc, dans le cadre de ces travaux, de la commission politique qui a eu lieu à Paris, donc on est là pour 48 heures pour participer à ces travaux-là, dans divers sujets, notamment la question de la Syrie qui a été soulevée, la question de la Tunisie, la transition Tunisie en Égypte, et aussi la problématique du Sahara, donc, qui a été débattue ce matin même. On en est où d'ailleurs dans la problématique du Sahara? Parce que c'est vrai que cette problématique-là, cette question y compris, tous les chefs d'État quasiment ont eu l'occasion d'exprimer leur position. Oui. Vous, quelle est la vôtre? Notamment dans le parti Modernité, Authenticité, Modernité, qu'est-ce qui se dit? Et quelle est votre position, vous, en tant que député parlementaire? Bien sûr. Est-ce que cela vous choque? Qu'est-ce qui me choque? Les différentes réactions qu'on peut avoir, notamment d'Afrique, par exemple, et de certains chefs d'État. Je
Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'expliquer, de mieux communiquer sur la situation au Sahara, d'expliquer à nos confrères, à nos Africains, entre autres, que nous avons besoin d'une certaine stabilité en Afrique en général et dans la région sahélienne en particulier. Aujourd'hui, le Maroc a fait une proposition qui est le plan d'autonomie, une proposition politique sur demande, je le rappelle, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà la proposition politique faite par le Maroc. Dans le cadre de ces négociations, nous attendons toujours un pas en avant par l'Algérie et bien évidemment, bien sûr, l'organisme qui soutient, qui est le Polisario. Donc là est la situation aujourd'hui. En négociation, c'est un pas, un pas. Le pas du Maroc a été fait, nous attendons le reste. Est-ce qu'on peut être optimiste? On ne peut que l'être en tant que politique. Ça prend du temps, monsieur le député. Bien sûr, mais vous savez, on est une nouvelle génération de politiques, donc on a un regard un peu plus long-termiste que Mohamed VI, il vous donne cette place, cet espace, justement, de cette nouvelle relève marocaine. Écoutez, c'est la Des personnalités comme les vôtres, par exemple, est-ce qu'elles représentent suffisamment le Maroc? Est-ce qu'elles ont du poids, par exemple, au Maroc? Nous sommes des parlementaires, c'est la Constitution qui nous donne notre poids. Et la Constitution aujourd'hui donne une force particulière, plus qu'avant, aux parlementaires pour mieux s'exprimer au niveau international, notamment avec un rôle particulier de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Et c'est pour cette raison qu'on est aussi là pour mieux expliquer, exprimer aux autres parlementaires, parce que peut-être qu'on a le même langage, on n'est pas des officiels marocains, donc on n'a pas de langue de bois, on parle directement s'il y a quelque chose qui ne convient pas, et on essaie de mieux expliquer avec un vocabulaire peut-être plus normal ou nouveau peut-être même. Allez, monsieur le député, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, clairement. Ouais. D'accord. Parlons de l'actualité marocaine qui a secoué tout l'été. Toute la période estivale, on n'a parlé que du Maroc. Oui. Vraiment, ça a fait l'objet de la une des journaux. Alors, l'affaire de la grâce royale accordée par le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône n'en a pas fini justement de révéler ses secrets. Alors, je veux faire référence de cette affaire Daniel Galvan. Vous savez, ce pédophile multirécidiviste qui aura violé 11 enfants marocains. D'abord, ma première question, monsieur le député. Est-ce que le roi signerait des documents sans vérifier? Écoutez, c'est une question de procédure. Comme dans tous les pays du monde, les chefs d'État ont ce droit de grâce. C'est pas particulier au Maroc, c'est tous les chefs d'État au monde, Hollande en France et d'autres ailleurs. Bien évidemment, il y a une équipe derrière, une équipe technique qui est censée mettre en place cette liste. Il y a eu, a priori, par rapport à la grâce de Daniel, Daniel Galvan, apparemment, il y a eu donc, ce nom qui est passé sans que les équipes qui se sont censées surveiller s'en aperçoivent par rapport à son passé. Oui, mais le roi lui-même, Mohamed VI quand même. Attendez, est-ce qu'il signe des documents comme ça, sans regarder les noms, sans regarder la fonction, les personnalités? Il s'agit de 350 personnes qui ont été graciées, dont une a causé ce problème-là. Donc, bien évidemment, le chef d'État et tous les chefs d'État du monde, tous les décideurs politiques... Est-ce que c'est parce que, monsieur le député, n'est-il pas tout simplement cet agent secret irakien qui justifierait, justement... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bien évidemment, j'ai lu comme vous les articles parus dans El País, parus en Espagne, parus en France, parus aussi au Maroc, sur cette double casquette qu'aurait cette personne. S'il s'agit d'un accord secret entre l'Espagne et le Maroc, je vois ce que vous voulez en venir, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est cette personne-là est pédophile, cette personne-là doit être en prison. Vous avez été choqué, comme beaucoup, beaucoup de Marocains? Le PAM, le parti que je représente aujourd'hui, a été un des premiers partis... Le PAM, Parti Authenticité et Modernité, a été un des premiers partis à mettre en place un communiqué pour demander une enquête par rapport à la libération de cette personne-là. On a été l'unique parti représenté au Parlement à avoir fait un communiqué. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui retenir? C'est bien sûr d'abord la vigilance des citoyens qui sont sortis manifester. Mais c'est très intéressant par rapport à cette société marocaine qui est en train de se développer. Justement, il a fallu quand même que la population marocaine se manifeste, d'accord? Mais c'est extraordinaire. On a une société aujourd'hui vigilante. Ça fait plier justement le roi. Non, ça ne fait pas plier. Est-ce que le roi est en train de perdre la cote ou pas du tout? Au contraire, le roi a réagi positivement par rapport à une réaction populaire. Et quand il s'est aperçu lui-même de l'erreur de l'administration. Monsieur le député, c'est une première au Maroc. Oui, ce qui démontre que le Maroc avance, se développe, évolue. Ce qui n'aurait pas été fait avant, est-ce que ça ne fragilise pas le palais? Non, au contraire. Moi, je pense qu'une réaction pareille, au contraire, ça démontre que le roi est à l'écoute de son peuple. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Est-ce qu'il faut des chefs d'État qui écoutent leur peuple ou pas? Monsieur le député, certains parlent de Fouad Halima, qui est désigné principal responsable. On a parlé de Fouad Halima, on parle de Aziman. Écoutez, qui est un proche du roi.
Oui, pour les amis téléspectateurs. On a parlé de Fouad Al-Elima, on a parlé de Aziman dans les journaux, mais ça, c'est des articles. Tant qu'il n'y a pas de preuves concernant les différents responsables, ça reste des paroles en l'air. Allez, avant de passer au sujet suivant, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire d'Al Gate? Comme je vous ai dit, il faut retenir ce qui est positif. Bien évidemment, il y a des procédures à remettre en place par rapport au droit de grâce, très bien. Mais ce qui est positif aujourd'hui, c'est que nous avons une société civile parfaitement vigilante par rapport à ce qui se passe au Maroc. Et ça, c'est bénéfique pour le développement de la démocratie au Maroc, qui, je rappelle, est l'unique pays de la région qui réussit une certaine transition calmement, avec toutes les composantes de la société, contrairement, malheureusement, aux autres pays frères. Allez, parlons du statut de la femme marocaine, je vais faire référence, bien sûr. Je crois que c'est un sujet qui vous est sensible, qui vous est cher, il me semble, au sein de votre parti. Alors, monsieur le député, vous savez, au Maroc, il y a à peine quelques heures, quelques jours, la princesse héritière Marie de Danemark effectue donc depuis, vous le savez, quelques jours, une visite officielle au Maroc. Dans le cadre de quoi? De la lutte contre les violences faites aux femmes. Tout à fait. Ma question va être toute simple. Comment voyez-vous l'avenir des femmes marocaines? Elle, d'ailleurs, elle a une position qui est très claire. Elle dit, voilà, il est temps que la situation des femmes évolue. Et notamment ces violences faites aux femmes. Écoutez, quand on sait que plus de la moitié de la population représente le Maroc. Oui, je parle du statut de la femme et de la femme. Oui. Vous, comment vous voyez le statut de la femme au Maroc aujourd'hui? À savoir qu'effectivement, même si le roi Mohamed VI a fait évoluer les lois et les mentalités, notamment. Oui. La question de la femme est reliée principalement à deux projets de société qui existent au Maroc et qui ont existé ailleurs aussi, je présume. C'est un projet parfaitement conservateur qui estime que la femme n'est pas l'égale de l'homme, mais comme une sorte de suppléant de l'homme, donc complémentaire à l'homme, et un projet progressiste que nous défendons à notre parti, où nous estimons que la femme est l'égale de l'homme et que donc il faut les mêmes droits. C'est pas utopiste de dire cela? Non, c'est pas utopiste parce que d'autres sociétés... Au sein d'un pays qui est conservateur? Le Maroc n'est pas un pays conservateur. Le Maroc est utilisé par des conservateurs. Là est la différence. Parce que quand on va parler aux citoyens lambda, entre guillemets, le vieux papy dans son quartier, quand on lui explique les choses vraiment, c'est-à-dire que est-ce qu'il fait la différence entre son enfant qui est une fille et son enfant qui est un garçon, il te dira non. Vous savez, monsieur le député, le seul pays à avoir fait évoluer le statut de la femme, je fais référence à la Tunisie. Bien sûr. Est-ce que c'est un peu exemple, le schéma que vous voulez copier? C'est pas question de copier. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire évoluer le statut de la femme. Bien évidemment, le cas tunisien était un exemple pour nous. J'espère pour la Tunisie qu'elle restera donc dans cette exception par rapport au statut de la femme et qu'il n'y aura pas de recul avec ce gouvernement conservateur. Donc vous, votre parti, et notre parti a déjà donné l'exemple. D'abord, il faut responsabiliser les femmes, tant au niveau politique qu'administratif, etc. D'ailleurs, 40% du bureau politique du PAM est composé de femmes, qui est un message clair aux femmes marocaines pour leur dire au sein d'un gouvernement qui a quasiment tous les pouvoirs. Vous êtes dans l'opposition, mais comment vous voulez faire valoir? C'est par la sensibilisation des citoyens et des citoyennes, parce que ce gouvernement est là, mais il n'est pas là indéfiniment. Il est là pour un mandat de 5 ans. Son mandat se termine en 2016. Et on espère que d'ici là, les citoyens seront assez sensibilisés. Ça passe par les élections, bien évidemment, par le vote sur un projet politique clairement en faveur de la femme contre un autre qui est en défaveur de la femme. Allez, on va essayer de tenter d'avancer. Le temps file. Ça fait débat. La nouvelle loi contre le racisme, justement, au Maroc. Oui. Parlons-en. Je vais quand même rappeler cette genèse, un fait, d'accord, ce factuel. Un jeune Sénégalais qui a été poignardé à la gare routière de Camra, à Rabat. Je crois que c'est près de votre ville, il me semble. C'est à Rabat. Absolument, à Rabat même, pour une histoire de place. Dans un bus, un Marocain aurait exigé la place du jeune talibé qui a tout simplement refusé de lui céder. Son refus lui a coûté la vie. Et il s'agit là, je fais référence d'une date, c'est mercredi 14 août. C'est récent, il y a quelques semaines à peine. Il a été froidement poignardé à plusieurs reprises. Le meurtrier a été appréhendé, donc tout de suite après, par la police. L'enquête suit son cours encore, il me semble, bien sûr, d'après les informations. Alors, monsieur le député, je vais vous poser la question clairement. Quand on connaît la situation des Africains, des subsahariens, d'accord, principalement, au Maroc, je crois qu'ils subissent le racisme. Est-ce que c'est un cas isolé ou c'est un crime raciste? Alors, monsieur le député, sans langue de bois, parce qu'on est là pour justement faire évoluer les mentalités. Écoutez, vous avez parlé de loi de racisme, juste entre parenthèses, c'est mon groupe parlementaire qui présente la loi de racisme, donc on est parfaitement sensibilisé par rapport à cette question. Par rapport à ce cas-là, est-ce que c'est un cas de racisme ou tout simplement un cas criminel?
la question viendra après l'enquête. Maintenant, ce qu'il faut, que même s'il n'y a que des cas minoritaires de racisme, il faut aujourd'hui sensibiliser la société pour qu'il n'existe plus. Comme on a réussi à sensibiliser la société sur une part de notre culture, qui est la culture amazigh au Maroc, parfaitement reconnue, il faut, n'oublions pas, vous avez parlé d'Africains, mais attendez, le Maroc, il n'y a pas de racisme envers le Marocain. Nous sommes Africains, il ne peut pas y avoir de racisme envers nous. Il faut tout simplement sensibiliser la société. Du racisme à l'égard de l'Africain noir. Oui, le Marocain est aussi noir, il n'est pas que blanc. Le Marocain, quand on va dans le sud, il est noir, même quand on va au nord, il n'y a pas que des Marocains blancs. Le Maroc a toujours été un Maroc pluvière, un Maroc de mélange, un Maroc de respect envers l'autre. Vous êtes en train de nous dire que c'est une terre d'immigration ? C'est une terre de mélange. Il n'y a pas de Marocains, c'est une terre de mélange. Il y a eu l'Afrique, il y a eu l'Europe qui a colonisé, il y a eu les Arabes qui sont venus, etc. Est-ce qu'une loi suffit ? Et justement, nous proposons une loi donc, pour durcir, pour consolider donc, tous les règles juridiques, voilà, les règles juridiques qui existantes déjà, parce qu'il y a déjà une loi par rapport aux discriminations donc, existantes. Mais ce qu'il faut en plus, ce que nous essayons de faire, c'est la sensibilisation. Je pense et j'espère que tous les partis politiques marocains, au-delà de toute surenchère politique, donc joueront le jeu de la sensibilisation, avec la société civile qui est très présente, omniprésente, il faudra les saluer parce qu'ils font un travail exceptionnel par rapport à cette question-là, parce que il faut donc sensibiliser aussi la partie politique parce qu'ils estiment bien évidemment que c'est pas un sujet donc électoral vu que les étrangers ne votent pas. Donc j'ai bien compris, une loi visant à sanctionner le racisme contre les subsahariens. On est d'accord. Surtout. Là-dessus. Allez, rapidement, il nous reste une minute. Ouais. La légalisation médicale du cannabis au Maroc, c'est pour bientôt ? Écoutez, on va essayer d'ouvrir un débat à la rentrée. Des ventes, monsieur le député, des ventes annuelles estimées à 10 milliards de dollars. Oui, oui. Alors un projet soutenu par plusieurs représentants politiques, dont vous ? Tout à fait. Nous avons ouvert le débat avec la coalition marocaine donc pour la légalisation du cannabis médicinal, justement. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut ouvrir un débat sans langue de bois, parce que vous aimez parler de sans langue de bois, ça fait débat. Donc c'est l'occasion aussi au Parlement marocain d'entamer ce débat-là avec toutes les composantes politiques, avec des spécialistes. Justement, hier encore, on parlait avec le président de la coalition pour fixer une date. J'espère à la rentrée. Il faut attendre la rentrée parlementaire au Maroc, c'est la mi-octobre. Donc on va essayer de faire ça la deuxième semaine pour que les parlementaires soient présents au Parlement. Parce que l'idée, c'est de tous les réunir pour discuter de ça. Allez, quelques secondes. Les frontières, parlons des frontières. Oui. Un sujet, d'ailleurs, vous l'avez rappelé en tout début d'émission, avec la question du Sahara et tout ça. Elle est liée, de toute façon. Les frontières. Ben Ki-moon, lui, il plaide pour l'ouverture des frontières. Je ne vous l'apprends pas de toute façon. Oui. Une autre chose. Frontière maroco-algérienne, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Maroc-Algérie. Oui. C'est quoi? C'est éternel frère ennemi? Non, ce n'est pas des éternels frères ennemis. Grand point d'interrogation. C'est une question que je vous pose, monsieur le député. Dans l'histoire des pays ne se limite pas à 50 années, bien évidemment, c'est des années, des siècles, etc. Le Maroc et l'Algérie sont deux peuples frères. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, nous essayons, nous appelons, nous soutenons l'ouverture des frontières, autant l'opposition que la majorité, que l'État entier, parce qu'il est insupportable aujourd'hui que deux frontières au monde soient fermées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, pour bien des raisons, et le Maroc et l'Algérie. Rappelons quand même à nos téléspectateurs, le Maroc, premier client arabe de l'Algérie, malgré les relations tendues. Voilà, le Maroc, à lui, est le premier client arabe de l'Algérie, d'après un rapport du Centre national algérien des statistiques des douanes, qui a été rendu public à peine quelques jours, estimant les importations marocaines en produits algériens à 1,7 milliard de dollars en 2012. Imaginez alors si les frontières s'ouvrent, imaginez si le Maroc et l'Algérie décident ensemble de construire ce grand Maghreb, ce grand rêve qui pourrait être un moteur économique, non pas uniquement pour cette région du Maghreb, mais aussi pour l'Afrique tout entière, un exemple de cohabitation et aussi un moteur économique pour l'Europe. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Il faut juste continuer à sensibiliser et espérer que les Algériens nous soutiendront sur cette question un jour. Un mot sur le renforcement, avant de passer aux 5 questions, 10 secondes, tout le monde y passe, cher ami. Le renforcement des relations sud-sud, vous savez, le Maroc et les autres pays d'Afrique. Oui. Un mot. C'est simple. Quel regard pour vous? Ça fait partie de la stratégie de l'État, en tant que soi. Le roi l'a rappelé dans plusieurs discours. D'ailleurs, on en a parlé ici, avec sa tournée aussi, voilà, exactement, il a fait une tournée africaine. Donc, bien évidemment, le Maroc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est un pays africain. Le Maroc veut être donc cette porte pour le monde, pour l'Afrique, et faire en sorte que l'Afrique profite des expériences des différents pays. Mais ça veut dire quoi quand il veut renforcer comme ça les liens entre les autres pays d'Afrique? C'est-à-dire qu'il veut se placer en tête? Il veut se placer quoi? Un pays incontournable, un peu comme le fait les États-Unis, Obama à l'égard des autres continents? Non. Le Maroc veut le faire avec ses pays voisins du continent africain? Non, le Maroc veut essayer de renforcer ses relations pour l'intérêt, bien évidemment, bien sûr, du Maroc, il faut le dire sans langue de bois, mais pour l'intérêt des pays africains, parce que nous estimons que nous sommes les plus appropriés à défendre d'autres pays africains. Bien évidemment, on a besoin des relations ailleurs, mais je pense qu'il est aussi temps pour que les Africains s'entraident entre eux. Allez, monsieur le député, tout le monde y passe, le 5 questions en 10 secondes, c'est parti. Vite, un mot, vous avez un mot. Que représente pour vous l'Afrique? Un mot. Mon continent. L'Afrique, quelle priorité? Un mot.
l'économie. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? La colonisation. Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? Un espoir. Et enfin, un dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent. Merci pour vous, pour m'écouter. D'accord, entendu. Eh bien, notre invité, il s'agit justement, c'était M. Mehdi Ben Saïd, il est le député marocain du groupe parlementaire Authenticité et Modernité. Voilà, c'était la première de cette saison. Je vous retrouve, vous le savez. D'ailleurs, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité, à vous tous, et on se retrouve, vous savez, sans faute jeudi prochain. Inscrivez-le bien. C'est jeudi, juste après le journal 21h, c'est à 21h30 désormais. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.